Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Je suis ravie de retrouver à mes côtés Vincent Tomplard. Bonjour Vincent. Plaisir partagé. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de Medialp, c'est à ce titre notre spécialiste des entreprises de santé innovantes dans l'arc alpin. Et il en sera largement question dans quelques minutes puisque nous recevrons le président de BD France, Nicolas Chandelier. BD, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est le deuxième groupe étranger dans le domaine de la santé qui investit le plus en France. Et son siège français se trouve à Pont-de-Claix. Mais on va débuter cette émission avec deux voyages, l'un au propre, l'autre au figuré. Marion Frison, bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous vivez à Grenoble. Vous avez publié il y a quelques semaines ce livre, Un sein en enfer, aux éditions Spinel. C'est votre histoire. On va en reparler si vous le voulez bien dans quelques minutes. Mais on va commencer par une autre histoire, celle de l'expédition 5300. Direction la Rinconada au Pérou, la plus haute ville du monde à 5300 mètres d'altitude. En février 2019, une équipe de scientifiques menée par le grenoblois Samuel Vergès, chercheur INSERM à l'université Grenoble-Alpes, est parti étudier les effets de la haute altitude sur le corps humain. On vous en avait d'ailleurs déjà parlé ici. L'équipe a rendu ses premières conclusions assez étonnantes début janvier et vient tout juste de repartir en Amérique du Sud. Laurie Baillet a rencontré Samuel Vergès avant son départ. La Rinconada, cette ville perchée à 5300 mètres d'altitude au Pérou, est la plus haute du monde. 50 000 personnes habitent ici en permanence dans des conditions aux limites de la tolérance humaine. Le taux d'oxygène est réduit de 50% par rapport au niveau de la mer. Une quinzaine de chercheurs français, grenoblois, se sont rendus sur place pour réaliser tests, mesures et prélèvements sur plus de 100 Péruviens volontaires. Ce que l'on a observé de plus flagrant, je dirais, c'est les aspects sanguins de cette population-là, la qualité du sang. Donc on a une quantité de globules rouges dans cette population qui est véritablement exceptionnelle. On a en fait mesuré des quantités de globules rouges les plus élevées jamais mesurées chez l'homme. Un sang très très riche en globules rouges, qui est nécessaire pour eux pour vivre en haute altitude, mais qui a sans doute comme conséquence, qui a même clairement comme conséquence de rendre leur sang très très visqueux. Et ce sang très visqueux, il a tout un tas de conséquences délétères sur les vaisseaux, le cœur, qui peine beaucoup à faire circuler ce sang visqueux chez ses habitants. Hommes, femmes et enfants qui vivent et travaillent actuellement à la Rinconada constituent en apparence une anomalie scientifique. Leur sang visqueux représente une menace pour leur santé. Fin janvier, l'équipe de chercheurs repart pour 6 semaines de mission. La deuxième phase de ce projet Expédition 5300, c'est de tester certains traitements médicamenteux pour les habitants malades de la Rinconada qui n'ont normalement aucun accès à aucun soin là-haut, aucun médicament. Des médicaments qu'on espère ensuite pouvoir leur rendre accessibles pour ceux qui en ont besoin. Donc on va d'abord les tester, voir s'ils sont efficaces pour améliorer leur état de santé et les aider à mieux tolérer cet environnement avec moins d'oxygène, cet environnement hypoxique. Cette aventure scientifique et humanitaire est la première expédition au monde à étudier l'habitat permanent à une telle altitude. On est véritablement la première équipe de scientifiques, de médecins à pouvoir se rendre là-haut. Il y a personne d'autre que des Péruviens dans une telle ville. Donc c'est vraiment un aspect d'exploration, de découverte d'une telle population très très reculée. Donc c'est une vraie question de santé publique, de savoir comment l'homme peut vivre en permanence à de telles altitudes. C'est aussi éclairer le diagnostic, le suivi, le traitement d'un certain nombre de maladies dans nos hôpitaux par exemple. L'expédition 5300 représente un programme de recherche sur le long terme avec un suivi sur plusieurs années. Et nous aussi, on suivra évidemment les progrès de cette expédition pour soutenir le programme d'aide médicale et scolaire à la population de la Rinconada. Expédition 5300 lance un appel aux dons auprès du grand public. Toutes les informations sur le site expédition5300.com. Marion Frison, je me tourne à présent vers vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Un sein en enfer. Vous parlez sans détour de votre cancer. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 2017 ?
Le 13 juillet 2017, je partais en week-end à l'Alpe d'Huez. Je devais faire un détour par un cabinet de mammographie dont je savais d'ailleurs que ça n'allait pas très bien se terminer. Effectivement, on m'a décelé ce cancer, ce second cancer. Mais je l'avais détecté moi-même avec une autopalpation, donc ça n'a pas été une grosse surprise. Vous avez dû subir des traitements très lourds, c'est dur physiquement, mais aussi moralement, et vous avez fait appel à une psychologue. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Ma psychologue, elle m'a expliqué que ma seule liberté dans cette aventure, c'était d'accepter ce qui m'arrivait. Alors elle m'a dit, soit tu le refuses et ça va être très très dur, soit tu l'acceptes et tu le vis au mieux. Et en fait, ça m'a pris 12 ou 13 mois de l'accepter. Mais le jour où je l'ai accepté, réellement, ça a été beaucoup plus facile. C'est-à-dire, on l'accepte, parce qu'au départ, on se dit, c'est injuste. C'est pas que je me disais, c'est injuste. J'étais dans le déni, la colère, la frustration. J'avais qu'une idée, c'était de reprendre mon boulot. Je voulais pas m'arrêter. Le 13 juillet, ma plus grande frustration, ça a été de ne pas partir en vacances. Bizarrement, ça a été ça, ma plus grosse inquiétude, avant même de savoir que j'étais malade. Je me disais, je ne vais pas en vacances, c'était terrible. Après, oui, donc c'était ne pas reprendre mon boulot. Ensuite, c'est accepter la fatigue. Fatigue, et parfois, il m'arrivait de me dire quand même qu'une fatigue comme celle-là, il n'y avait plus qu'une étape après, c'était la mort. Et que j'aurais été mieux morte que... Enfin, il y a un moment où je n'avais plus tellement d'espoir, en fait, de me retaper. Et puis j'étais dans un déni, je me disais je vais m'en sortir, je me disais on m'a toujours dit si tu veux tu peux, donc je me disais je dois pouvoir, et en fait non, on peut pas. L'accepter, c'est accepter ces traitements très difficiles. Alors les traitements je les avais acceptés dès le départ parce que je pense que j'avais franchement pas le choix, mais non, c'est accepter l'inactivité, c'est accepter d'être extrêmement diminué, c'est accepter d'être mutilé. C'est accepter de mettre une vie totalement entre parenthèses. C'est accepter d'être dépendant des autres aussi ? C'est accepter d'être dépendant des autres. Ça, pendant 8 ou 10 mois, je n'ai pas fait grand-chose par moi-même, oui, c'est vrai. Oui. Et dépendant aussi des médecins, vous en avez rencontré forcément énormément. Et il y en a qui peuvent montrer de la compassion, d'autres qui sont peut-être un peu moins dans l'empathie. Ils ne se rendent pas toujours, c'est pas méchant, mais ils ne se rendent pas toujours globalement, de la souffrance des patients. Non, globalement, je pense que je n'ai eu affaire qu'à des gens très bienveillants et des gens assez exceptionnels. Le chirurgien qui m'a opéré m'avait déjà opéré d'un premier cancer 20 ans auparavant. J'avais une confiance absolue en lui, ça s'est très bien passé. Mon oncologue, c'était très bien, les infirmières, tout le personnel que j'ai eu à l'hôpital. J'ai pris l'habitude de dire que l'hôpital, en tant qu'institution, parfois ça dysfonctionne un peu. Mais si on prend les gens individuellement, ils sont tous dévoués, exceptionnels. Je leur ai une très grande reconnaissance. Alors, c'est vrai que j'ai écrit dans mon bouquin que j'avais rencontré un crétin d'interne, et ça, je le maintiens. Je sais aussi que ce crétin d'interne, il a été recasé dans le scientifique. Vous savez s'il a lu votre livre ? Non, je pense qu'il ne l'a pas lu, mais le professeur qui m'a soigné m'a dit que cette personne-là, qui est très bonne dans son domaine, mais on l'a orienté vers la recherche. Ce sera un très très bon scientifique, mais il n'avait pas forcément le contact avec le malade. Vous faites l'éloge du corps médical qui vous a accompagné, le chirurgien, l'oncologue, les infirmières, etc. Et en même temps, vous nous disiez, en préparant cette émission juste avant, qu'à la lecture de votre livre, le personnel médical, vous avez dit qu'il y avait quand même qu'ils apprenaient beaucoup en définitive sur la maladie, sur la façon dont vous l'aviez vécue et sur la façon demain d'adapter en définitive l'accompagnement et le parcours de soins. Alors c'est un retour qui est très général des médecins du corps médical et paramédical, effectivement, qui m'ont dit avoir été très surpris à la lecture de mon livre, de voir certaines des difficultés que j'avais eues. Alors, ce que je crois, je ne pense pas me tromper, c'est qu'eux, ils savent ce que c'est qu'une chimiothérapie, les choses comme ça, ils imaginent, c'est pas très difficile pour eux. Par contre, ils ont découvert dans mon livre qu'il y avait des problèmes de communication, souvent des malentendus, et ils se sont aperçus à quel point ça pouvait parfois laisser les patients dans une détresse absolue. Et c'est vrai que plusieurs personnes du corps médical m'ont dit que maintenant, ils adaptaient leur comportement un tout petit peu différemment pour mieux accompagner les gens.
Vous dites le cancer m'a converti aux vertus de la lenteur. Ah oui, à la patience, enfin bientôt. À la patience, à la lenteur. Oui, mais quand je suis sortie de chimiothérapie, j'étais lessivée, j'étais réellement lessivée. Je faisais, je sais pas, un jour je faisais 200 mètres à pied. Un jour je suis allée à 200 mètres de chez moi à pied, à la pharmacie, chercher un médicament, et j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne me chercher en voiture, quoi. Donc j'étais couchée, je faisais absolument rien. Et moi, je suis plutôt hyper active, donc ça a été très dur. D'accepter ça, ça a été extrêmement difficile. Et aujourd'hui, vous faites, on a vu tout à l'heure un reportage à 5300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, vous faites de la haute montagne. Alors, c'est-à-dire que après ma chimiothérapie, j'ai la chance, mes parents ont un chalet à l'Alpe d'Huez. Donc après la chimiothérapie, je me suis dit, c'est soit la dépression, soit je fais ma rééducation physique. J'ai décidé de partir en montagne. Donc j'ai beaucoup marché. Au début 200 mètres, et puis je marchais de plus en plus. Je suis partie, j'ai refait du ski, j'ai testé un peu le parapente. En fait, je me mettais des challenges en me disant, il faut que je m'en sorte. Donc effectivement, j'ai monté. Ensuite, j'ai eu la chance exceptionnelle d'aller à Chamonix, passer une semaine avec l'association À Chacun Son Everest. Et là, vraiment, je pense de Christine Janin. De Christine Janin, qui, je pense, m'a totalement reformatée. Je ne suis plus la même personne qu'avant. À la suite de ça, Christine m'a permis de partir au Népal. Donc je suis partie, je suis allée à 3000 mètres. Mais cette fois-ci, là, je suis en train de m'entraîner pour repartir au Népal au mois d'octobre, mais je vais tester de monter à 5200 mètres. Voilà. Bon, parfait. Vous reviendrez peut-être nous en parler. En tout cas, on suivra tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en rémission? Est-ce qu'on peut être en rémission d'un cancer du sein? Mais j'espère, parce qu'on m'a dit en décembre 2018 que j'étais en rémission. Après, en janvier 2019, on m'a dit qu'on s'était peut-être un peu trompé. En février 2019, ils m'ont dit que si, j'étais bien en rémission. Donc j'espère réellement l'être, oui. Mais de toute façon, je vis plus comme ça. Je me projette plus. Donc rémission par rémission, je suis dans l'instant et j'en profite à fond. Merci beaucoup Marion Frison d'avoir témoigné sur ce plateau. Et pour votre livre, donc c'est Un sein en enfer, on le trouve dans toutes les bonnes librairies grenobloises et puis chez certains médecins. Sur commande sur les sites des librairies. Sur commande. Merci beaucoup Marion. Vincent, vous restez avec nous. On se retrouve avec Nicolas Chandelier, président de BD France, juste après cette courte pause. Si vous avez déjà fait une prise de sang, si vous avez déjà été vacciné, voire si vous avez été un jour hospitalisé, vous avez sans doute côtoyé sans le savoir des produits BD. Le président de BD France nous en dit plus dans un instant. Vincent Templard, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes dans l'arc alpin. Nous a rejoint le président de BD France, Nicolas Chandelier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans les prochaines minutes, on va lever le voile avec vous sur vos activités à Pont-de-Claix. Alors, une petite précision, BD, c'est le nouveau nom de Becton Dickinson. Donc, pardonnez-moi, Nicolas Chandelier, si parfois je reprends les vieilles habitudes, mais je vais essayer de faire un petit effort. Alors, ce que je vous propose avant de vous donner la parole, c'est de regarder un reportage qui a été tourné dans vos locaux il y a quelques jours, un reportage de Charlotte Faulkner, réalisé donc sur le site de Pont-de-Claix. On détaille tout ça par la suite. Cela fait plus de 60 ans que BD est implantée en France. En 1958, l'entreprise américaine rachète une entreprise fabriquant des aiguilles. C'est ensuite en 1981 que l'usine de Pont-de-Claix est créée. Au tout départ, c'était uniquement un magasin et ensuite on a construit l'usine avec les toutes premières lignes et progressivement l'activité industrielle a évolué parce qu'on faisait que des seringues sur la partie bulk et ensuite on a commencé à travailler en salle blanche. Et donc progressivement, le site a beaucoup grandi. Aujourd'hui, le site s'étend sur 10 hectares et accueille le siège de BD en France, mais également le siège mondial de l'unité BD Medical Pharmaceutical System. Avec 1700 salariés, c'est le plus gros site de BD en France. L'usine de Pont-de-Claix est le principal fournisseur mondial de solutions pour administration de médicaments. Dans les 18 000 m² d'ateliers et les 4 000 m² de salles blanches, on fabrique 330 millions de seringues en verre par an.
notre process de fabrication se découpe en 2 étapes. On part de cannes de verre qu'on achète. Et ensuite, on va couper, on va former. Donc, on ne fait pas du moulage, mais on est vraiment sur le formage du verre. Et on va coller une aiguille pour la plupart de nos seringues. Et la deuxième étape se fait en environnement salle blanche, où là, on va laver, siliconer et ensuite stériliser nos produits pour les rendre disponibles pour l'industrie pharmaceutique. Les seringues de BD sont destinées à être pré-remplies par l'industrie pharmaceutique où elles auront plusieurs applications. Les seringues pourront servir pour les anticoagulants en péri-opératoire ou encore dans le cadre des vaccins où une gamme de seringues leur est spécialement dédiée. BD est présent vraiment à travers la chaîne de soins, du diagnostic au programme vaccinal. Si vous prenez par exemple la grippe saisonnière, ce sont des seringues BD qui sont utilisées. Donc BD contribue à aider les acteurs de santé à prévenir ces pandémies. Alors la grippe est l'exemple où on a tous été confrontés un jour à une vaccination grippe. Maintenant, il y a d'autres sujets comme le cancer du col de l'utérus, sur lequel BD aussi intervient à travers ses solutions pour contribuer à la prévention de cette maladie chez nos jeunes adultes. Le site isérois connaît une forte croissance. Au sein de l'usine, l'entreprise a embauché plus de 130 collaborateurs en 3 ans. Nicolas Chandelier, on vient de le voir un peu dans ce reportage, mais c'est quoi BD et plus particulièrement, ce qui nous intéresse, BD à Pont-de-Claix? Ouais, je pense que pour parler de BD à Pont-de-Claix, je vais peut-être commencer de vous expliquer qui est BD. Du général au particulier. Voilà, si je vous me permettez. Donc, en général, dire BD, c'est le leader des technologies médicales. Après, le mot leader peut vouloir tout dire et rien dire. Le leader mondial. Le leader mondial. Mais d'abord, avant de développer sur cette partie, je vais juste remettre un peu en contexte les technologies médicales dans ce monde de la santé. On est tous usagers de notre monde de la santé. Et c'est vrai qu'en tant qu'usager, on va avoir une connaissance naturelle, une interaction naturelle avec le soignant, l'infirmière, le pharmacien, le docteur et le médicament. Tout le monde connaît le médicament, le traitement et le nom des grands industriels du médicament. Par contre, aujourd'hui, si je vous demande ou si je demande à la plupart des usagers, citez-moi le nom d'un acteur des technologies, je pense que pas grand monde va pouvoir citer plus de 1, 2, voire 3 noms. À part les téléspectateurs assidus de Check-up. Bien entendu, mais là, je les mets comme une exception, évidemment. Donc, alors que ces technologies, quand on y pense, nos systèmes de santé et les systèmes de santé ne pourraient pas exister sans ces technologies. Sans technologie, on pourrait avoir un médicament, mais on ne va pas pouvoir l'administrer. Sans technologie, on ne va pas pouvoir faire un diagnostic. On ne va pas pouvoir avoir une intervention chirurgicale. Donc, on voit que ces technologies, en fait, sont partout et font partie intégrante du fonctionnement de notre système de santé. Et elles font non seulement partie intégrante pour répondre à un besoin, mais elles vont être aussi un des drivers, excusez-moi, des leviers pour faire évoluer nos systèmes de santé. Et on voit que ces technologies ont permis, depuis centaines d'années, d'amener beaucoup d'innovations et de faire progresser la médecine et notre traitement. Donc, BD, pourquoi est-ce que je qualifie BD du leader des technologies médicales? On est certes, fait partie des 5 plus gros industriels en chiffre d'affaires. Au niveau mondial, on est présent dans le monde entier. Mais ce leadership n'est pas nécessairement sur le chiffre d'affaires, on fait partie des 5 plus gros, mais il est sur notre contribution au système. En fait, qu'est-ce qui va nous rendre unique dans ces industriels des technologies médicales? Ça va être déjà notre présence dans le système. On est présent sur tout le parcours de soins chez tous les acteurs du système de soins. C'est-à-dire qu'on va être dans la recherche médicale, on a des instruments pour faciliter la recherche. On va être, comme on l'a vu dans ce reportage, présent auprès des industries pharmaceutiques pour leur délivrer et développer, fabriquer des systèmes d'administration de médicaments. Mais on va être aussi dans le diagnostic, c'est-à-dire à la fois sur du prélèvement sanguin ou d'autres prélèvements et des instruments pour faire du diagnostic. On va être dans le cancer, dans les maladies infectieuses. On va être aussi dans l'administration médicamenteuse. Vous avez vu un exemple, mais en fait, BD a toutes les technologies entre la molécule et le corps humain. Donc, tout ce qui peut exister en termes de technologie, BD va avoir une réponse technologique associée à ça. On va être aussi dans le bloc opératoire, au travers de différents systèmes pour tout ce qui va être, par exemple, chirurgie vasculaire. Et on va être aussi dans la dispensation du médicament, c'est-à-dire on va accompagner au travers de la technologie tout le circuit du médicament, de la pharmacie centrale jusqu'au lit du patient. On va être dans la pharmacie d'officine pour tout ce qui va être traitement du diabète insulino-traité. Donc, on est présent auprès de tous ces acteurs.
On va être aussi leader parce qu'en termes de technologie, vous voyez bien qu'on va être à la fois sur des produits de gros volume. L'administration, là, on mentionnait dans le reportage que les volumes de l'usine de Pont-de-Claix, on est à 1 million par jour de seringues en verre pour l'industrie pharmaceutique. Mais on va être excusez-moi, j'ai perdu un peu le film, on va être présent donc sur ces technologies de gros volume, mais aussi on va être sur des instruments. On va être dans le diagnostic, dans la dispensation des automates, où là, on va avoir des gros instruments avec de l'informatique, de l'intelligence artificielle embarquée et tout ce type de technologie. Donc, un gros panel. Après, on va être aussi leader dans notre contribution au système de santé. Vous voyez, on est sur cette chaîne, mais en termes de produits, on distribue environ 1,4 milliard d'unités de produits dans le système de santé en France. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, pour vous donner une perspective, BD. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 3 800 000 produits par jour qui sont utilisés quelque part dans le système de santé ou à domicile, évidemment. Donc, voilà, en termes de contribution d'impact. On connaît souvent, effectivement, BD localement parce que les seringues, donc dans l'administration de l'injection de médicaments. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'en fait, BD est leader mondial dans bien d'autres domaines des technologies médicales, que ça soit dans le diagnostic, que ce soit à l'hôpital, en soins hospitaliers, que ce soit en biologie moléculaire, que ce soit en interventionnel dans les blocs opératoires. En fait, on est le seul industriel à suivre le parcours de soins et à mettre la technologie au service de la santé aux différentes étapes du parcours de soins du patient. Et cette présence, évidemment, nous rend unique dans ce domaine des technologies médicales. Et aujourd'hui, au-delà, évidemment, de développer, de continuer à fabriquer, développer des produits innovants de qualité pour répondre aux enjeux, on va réfléchir aussi à une contribution au-delà du produit ou de l'acte en lui-même, à regarder des enjeux plus globaux qui sont la sécurité des soignants et la sécurité des patients. Oui, ça c'est vraiment quelque chose... voilà. Il faut vraiment faire attention à ça. En fait, une seringue, on ne se rend pas compte qu'on ne fabrique pas juste une seringue comme on fabriquerait n'importe quel autre produit. Il y a des process de sécurité, il y a des choses vraiment très particulières pour tous ces produits que vous fabriquez, puisqu'ils concernent la santé du patient, la sécurité du patient. Oui, il est clair qu'on ne va pas fabriquer un produit de santé, on ne va pas avoir les mêmes normes de qualité, les contraintes réglementaires associées à la fabrication d'un produit de santé comme un produit, je dirais, d'autres usages. Et c'est vrai que c'est tout un savoir-faire qui est lié à ça, qui va nous différencier. Et bon, on a vu les images des procédés. Il y a tout dans cette partie innovation. À la fois, on va avoir une innovation au niveau du produit en lui-même, comment designer un nouveau produit, mais aussi et surtout un savoir-faire sur comment développer l'industriel pour pouvoir fabriquer sur des produits d'utilisation de gros volumes des quantités, de très grandes quantités à ce niveau de qualité. Donc ça fait partie vraiment de l'innovation et du savoir-faire, et notamment un savoir-faire qu'on a su développer sur l'usine de Pont. Et la sécurité, elle est pour les patients, elle est aussi pour les personnels? Absolument. Je pense que quand on regarde, et vous voyez notre présence, et je vous ai expliqué la présence en France, mais on a une présence mondiale évidemment, et notre métier d'industriel, je dirais, des technologies médicales, nous oblige à regarder les enjeux, à la fois de comprendre, de mettre au service les innovations de la technologie pour répondre aux enjeux des systèmes de santé. Donc on regarde aussi en perspective sur quels sont les enjeux et comment la technologie peut apporter des solutions. Et c'est vrai que la sécurité des soignants et la sécurité des patients ont été identifiés par BD comme un des axes majeurs de développement. Maintenant, on peut dire que, par exemple... Sécurité, quels exemples pourriez-vous donner en termes de sécurité des patients ou sécurité des soignants sur lesquels vous avez investi ces dernières années? Quels sont les enjeux à ce niveau-là chez vous? Donc la sécurité des soignants. Je pense que BD a été vraiment le précurseur pour mettre en œuvre, sécuriser la prévention des accidents d'exposition au sang. C'est un terme un peu technique pour éviter tous les personnels qui manipulent des produits contaminés. Et on va parler évidemment de tout ce qui va être aiguille, par exemple, qui sont utilisés pour le prélèvement ou qui sont utilisés pour tout ce qui va être injection ou infusion. Comment éviter une contamination du personnel soignant due à une piqûre d'un produit souillé, infecté, utilisé.
Et donc BD a travaillé depuis le début des années 90 à vraiment mettre le sujet à l'agenda des systèmes de santé. Ça, c'est une chose, mais aussi développer des produits qui sont sécurisés et développer aussi des outils de production qui permettent de fabriquer des milliards d'unités et à des prix aussi abordables, je dirais, par les systèmes de santé. Donc BD, voilà, on a vraiment été le leader et on a permis de développer la sécurisation sur l'acte de soins dans un contexte de personnel soignant. Ensuite, quand on veut parler de la sécurité du patient dans le système de soins, nous, les 4 axes majeurs sur lesquels on investit énormément, ça va être l'antibiorésistance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est partout et qui est identifié par l'OMS comme un des enjeux sanitaires majeurs. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes familles d'antibiotiques, c'est ça ? Sur l'antibiorésistance, non, ça va être en fait le problème d'antibiotiques, de bactéries, donc de maladies infectieuses liées à des bactéries qui vont devenir résistantes aux antibiotiques existants. Donc on va avoir des traitements qui existent aujourd'hui, vont être de moins en moins efficaces, voire pas efficaces à certaines bactéries et certaines mutations de bactéries. Mais donc, vous ne fabriquez pas de médicaments. Non, on ne fabrique pas de bactéries non plus. Donc, par contre, un grand axe de travail pour lutter contre cette antibiorésistance, c'est de s'assurer du bon traitement antibiotique. C'est-à-dire comment s'assurer que l'antibiotique va être utilisé de façon pertinente quand il y en a besoin et de l'antibiotique adapté par rapport à la mutation de la bactérie ou la bactérie incriminée. Les spectres larges, en connaissant mieux la bactérie. Exactement. Voilà. C'est déjà, par exemple, avec des diagnostics, des outils de tests rapides qu'on peut faire très rapidement, par exemple en officine. Où là, on va voir ces tests qui vont se développer dans nos pharmacies d'officine en France. Ou, par exemple, si on a des maux de gorge, c'est qu'une angine, 90% des angines vont être virales. Voilà, c'est le petit bâtonnet qu'on nous met dans la gorge chez le médecin pour voir si l'angine est virale ou pas. Exactement. Et donc, de pouvoir développer, d'avoir des technologies qui permettent de faire ces tests très rapides pour éviter une surconsommation d'antibiotiques, d'accord, ça va être déjà des technologies qui permettent de travailler là-dessus. Après, c'est comment est-ce qu'on fait aussi beaucoup de recherches sur ces instruments de diagnostic pour identifier de façon plus précise, plus rapide, la bactérie et la résistance à certains antibiotiques pour éviter le spectre large et aller sur des antibiotiques de plus en plus précis. Plus largement, détecter plus rapidement une maladie, moins tâtonner, ça peut aussi avoir des répercussions sur le coût de la sécurité sociale. Je dirais que l'impact de tous ces sujets qui sont liés à la sécurité du patient, que ce soit ça ou les autres thèmes qu'on pourra aborder, vont non seulement répondre d'abord à être mieux traités, à aller mieux, quand même la mission de notre service de santé, mais va aussi coûter moins cher, c'est-à-dire que cet argent va pouvoir être utilisé à traiter des maladies qui vont arriver et qui ne sont pas liées à un manque de sécurité et qui vont aussi pas utiliser de ressources de façon pas adaptée du personnel soignant. Donc la sécurité est quand même un fondamental d'un système efficient et pertinent. Je voulais juste revenir sur BD au niveau local, Isérois à Pont-de-Claix. C'est une entreprise, comme c'était dit dans le reportage, qui a maintenant 60 ans, qui est en fort développement, qui est néanmoins peu connue parfois de la population locale. Comment l'expliquez-vous ? Je dirais que on a un peu ce qu'on mérite, c'est-à-dire qu'on est peu connu parce qu'on a peu communiqué. C'est vrai qu'en fait, on est très connu par les professionnels de santé. Je pense que tous les professionnels de santé vont connaître BD. Mais en fait, vont connaître une partie de BD. Vont connaître le produit sur lequel ils vont être impliqués. Le pharmacien d'officine connaît très bien BD sur l'accompagnement du patient diabétique. Le laboratoire va nous connaître sous la partie préanalytique, les tubes ou les instruments diagnostiques. L'hôpital va nous connaître sur l'administration médicamenteuse. Mais c'est vrai que la connaissance de BD dans sa globalité, et peu de personnes nous connaissent dans notre globalité et dans notre impact, je dirais même au-delà du produit, de l'acte
de la technologie qu'on va mettre en œuvre sur la sécurité du patient. On a parlé d'antibiorésistance, on peut parler de la réduction des infections associées aux soins, des infections nosocomiales, on peut parler des erreurs médicamenteuses ou des erreurs en analyse de biologie. Donc peu de personnes nous connaissent sur cette dimension plus globale et évidemment peuvent pas nécessairement mettre en perspective la contribution de BD ou la réponse de BD sur les enjeux futurs des systèmes de santé. Alors peut-être qu'on vous connaît peu également parce qu'en fait il y a aussi, là on a vu quelques images par exemple sur la fabrication des seringues, mais c'est vrai que c'est une activité qui nécessite quand même un certain secret aussi, il y a de la sécurité aussi. Ouais, là on va dire sécurité, secret, oui c'est tout notre savoir-faire. Je dirais que ce qui caractérise pourquoi notre présence à Pont-de-Clé, et ce depuis plus de 60 ans, ça a été mentionné et je pense que c'est important de le rappeler. Et cette présence, elle est vraiment liée au savoir-faire qu'on a su développer. Pour faire, je dirais, une seringue en verre, on peut dire qu'on peut faire une seringue en verre. Pour en fabriquer 1 million par jour, dans les normes et la réglementation de la pharmacie, parce que là... défaut, avec un taux de qualité... parfait, j'allais dire absolu. Absolu, et avec toute une réglementation autour, on fait partie du médicament. On est le garant de la stérilité des produits injectés. Donc là, ça nécessite un savoir-faire qui ne dépend pas d'une personne, qui se développe pas en 6 mois, qui ne s'achète pas, mais qui se développe au travers de dizaines d'années. Donc c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on s'est développé. Et je pense que c'est important aussi à mettre en perspective, c'est qu'on n'est pas seulement ici depuis 60 ans, mais on n'a fait que croître depuis 60 ans. Et je profite aussi de cette émission pour rappeler qu'on faisait partie de l'événement Choose France. J'allais y venir, effectivement. Merci, Vincent. Récemment, il y a eu l'événement Choose France, c'est-à-dire les grands groupes étrangers qui investissent en France. Et vous avez annoncé à cette occasion-là 180 millions d'euros d'investissement dans les années qui viennent sur le site de Pont-de-Clé. Absolument. Donc un fort dynamisme, j'allais dire. Avec un impact important pour notre économie. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur les investissements qui sont prévus ? En fait, les investissements, ils s'inscrivent dans la continuité de l'investissement de ce site depuis, encore une fois, 60 ans. Vous avez vu la technologie, c'est un site qui est pour nous un centre d'excellence pour la fabrication de ce type de produit. Et c'est aussi là où on a le siège mondial de cette division. Donc cet investissement, ça va être du process, c'est de l'innovation technologique, c'est de l'innovation de procédés. Sur quoi ? Sur toujours ces fabrications de produits, de seringues en verre. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus ? Puisque Vincent le disait, il y a une qualité exceptionnelle, très peu, voilà, quasiment pas de défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Je disais, on n'a jamais, le zéro défaut n'existe pas. Et en fait, on essaye, et c'est inhérent au process, je veux dire, la technologie, le verre. Le verre, déjà, c'est un matériau qui est très compliqué à travailler. Le plastique, on moule. Là, vous avez vu les images, on va former. Et pourquoi le verre ? Parce que c'est des médicaments qui vont être pré-remplis dans la seringue et qui vont être stockés dans la seringue. Donc, il faut garantir qu'il n'y ait pas d'interaction avec le produit. D'accord ? Et il faut garantir une stérilité maximale. Le caoutchouc qui va toucher, qui va fermer la seringue d'un côté ou qui va être le joint de piston fait partie aussi des validations et du développement du produit. Dans une seringue, il y a combien de parties, entre guillemets ? En fait, on a le tube de verre. Il va y avoir le corps de la seringue en verre, donc en l'occurrence. Ensuite, il va y avoir l'embout injecté, soit c'est un lueur, c'est-à-dire un mécanisme en plastique sur lequel on va le médecin va connecter une aiguille adaptée ou pas à la morphologie suivant la molécule qui est injectée, ou une aiguille qui est directement collée, donc c'est 2 types. Et il va y avoir le joint de piston, donc c'est l'embout en caoutchouc qui est au bout et qu'on pousse avec le piston. D'accord ? Donc ça va être les composants. Ça a l'air assez trivial, mais encore une fois, là, on va parler de médicaments. Donc les essais, le développement d'une molécule se fait sur une dizaine d'années. Et nous, on fait partie de ce développement parce qu'on va tester l'interaction de la molécule avec le caoutchouc. Aujourd'hui, pour vous donner, par exemple, les sujets qui sont très techniques, mais pour que ce caoutchouc glisse dans le corps de seringue, quand on injecte, il faut du silicone, il faut siliconer. Et donc, on va avoir aussi toute une étude sur comment est-ce qu'on fait évoluer le silicone, l'impact du silicone sur l'interaction de la molécule. Suivant le contenant, voilà.
Et comment on inscrit ça dans sa durée pour pas qu'il y ait de changement de formulation qui remettrait en cause la validation. Pendant le temps de conservation du médicament, effectivement, ces matériaux peuvent migrer ou pas dans le médicament. Donc il y a des études qui sont de stabilité qui sont extrêmement longues. Donc absolument, voilà. Donc beaucoup d'innovation et tout dans la sécurité, les fêlures, les craquets. Voilà. Après, ça va évidemment, pas que je veux éviter, mais ça devient très technique, mais ça demande une technologie énorme et un savoir-faire. Donc, il y a tout ce qui est administration de médicaments, vous le disiez, il y a aussi tout ce qui est diagnostic. Là aussi, quelles sont les pistes? Est-ce qu'on s'oriente vers plus d'intelligence artificielle? Est-ce que le robot va remplacer le diagnostic humain? Est-ce que le robot va remplacer... Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est un vaste sujet. Je pense que non, en fait, c'est vrai que je comprends la question, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un sujet dans la santé. La technologie va aider à avoir un diagnostic plus rapide, plus fiable, plus précis. D'accord? C'est comme ça que sur un diagnostic. Mais l'accompagnement du patient, qu'est-ce que je fais avec ce diagnostic et comment je le traduis en une décision de traitement de médicaments, il faut le contextualiser par rapport au patient, par rapport à son histoire. Donc, on aura toujours besoin du soignant. Et on aura, par contre, la technologie va permettre à notre système d'être de plus en plus efficient. D'accord? Donc, ce qu'on travaille là-dessus, Pardon, excusez-moi. On va travailler, nous, essentiellement sur les maladies infectieuses, où là, au travers d'une technologie qu'on appelle la biologie moléculaire, on va pouvoir identifier certaines maladies infectieuses en quelques heures au lieu de quelques jours, sur de la microbiologie, on va dire, traditionnelle. Alors, je vais faire une petite parenthèse actualité, Bien puisque, sûr. évidemment, nous sommes en plein coronavirus venu de Chine. Quel rôle peut jouer BD là, vous diagnostiquez ce coronavirus. Est-ce que vous pouvez aussi... on parle de tests dans les aéroports. Qu'est-ce que... Très bonne question. Bon, alors, entre parenthèses, là, on voit des tests qui ont été développés par les universitaires hospitaliers en quelques jours. Et voilà, ils n'ont pas eu besoin de l'industriel, on va dire des industriels pour développer ça. Par contre, nous, notre contribution, c'est comment s'assurer que toute personne qui aujourd'hui va avoir un peu de fièvre ou va tousser va penser qu'il a le coronavirus. D'accord? Et comment est-ce qu'on permet, sur une annonce, on parle beaucoup de ça, d'éviter un engorgement des urgences. Tout ce qui est, par exemple, test rapide dont on parlait, pour des gens qui se sentent fiévreux, qui vont avoir des maux de gorge, qui peuvent être faits en pharmacie d'officine, va permettre d'éviter d'aller chez le généraliste ou aux urgences. Qui peut-être, si le patient n'était pas vraiment infecté et avait un virus qui serait soigné en quelques jours avec un Doliprane ou je ne sais quoi, lui éviterait, s'il va aux urgences ou chez le généraliste, pour le coup, d'attraper une vraie infection. Donc la technologie, par exemple, sur le diagnostic, va permettre de répondre à ces enjeux et, je dirais, fluidifier un peu ce patient dans son parcours de soins. Et donc vous, quand il y a une épidémie comme ça qui se déclenche, est-ce que les hôpitaux font appel à vous? Ou est-ce que vous, en tout cas, vous réfléchissez à quelque chose? Ça peut être aussi un déclencheur pour se dire il va falloir qu'on trouve aussi une solution pour détecter plus rapidement, mieux, quand ce genre de... C'est pas une pandémie, mais en tout cas, l'épidémie peut se déclencher. En fait, oui, on va être activé par les autorités sanitaires de tous les pays quand il y a un besoin de technologie. Et évidemment qu'on va faire des stocks, on va mettre à disposition des produits. Et ça, on va sortir d'un rôle commercial et on est un acteur quand même de ce système de santé. Je dirais là, pour revenir sur le coronavirus, voilà, je n'ai pas toutes les données épidémiologiques, etc. Mais on parle... à l'échelle de la France, ce week-end, c'était 3 personnes. On est peut-être montré à 6. À l'échelle de la grippe en France fait... plus de 2000 morts par an. Donc voilà, en perspective, on n'est pas sur le même ordre, mais dans tous les cas, on est là, évidemment, en tant qu'acteur, à la fois sur des produits, par exemple, on parlait des vaccins, d'injection, des systèmes d'injection d'administration s'il y a une production qui doit être associée, ou des outils de diagnostic qu'on va développer par rapport à ça. Après, on essaye quand même d'anticiper ces enjeux sanitaires. Encore une fois, l'antibiorésistance, c'est là, on travaille dessus, les maladies infectieuses et tous les risques dont on a parlé. Alors, ce que Charlotte disait dans le reportage tout à l'heure, je crois que c'est qu'il y a plus de 2000 personnes qui travaillent sur votre site, de nationalités différentes. Une façon de bien faire connaître BD, c'est aussi d'avoir beaucoup d'employés. Avec ces 180 millions d'euros, est-ce que ça peut être aussi... est-ce que vous prévoyez d'embaucher? Et quel profil?
Écoutez, ce site a 3 types d'activités, héberge 3 types d'activités. Donc, cette production et je dirais cette usine qui est un centre d'excellence pour notre activité Pharmaceutical System, elle héberge aussi le siège mondial de l'unité Pharmaceutical System. Donc, BD, tous ces produits sont organisés en 9 unités divisions. C'est pas si fréquent qu'un groupe ait une division mondiale basée à Grenoble, donc je me permets de le souligner quand même. Et je dirais qu'en fait, c'est la seule division, en tout cas pour l'entreprise BD, qui n'est pas basée aux États-Unis. Et donc, elle est basée en France et elle est basée à Grenoble. Évidemment, on capitalise sur tout ce qui a été développé au travers de l'usine. Donc, cette division va amener aussi tous des métiers d'ingénierie et de recherche au niveau mondial. D'accord ? C'est ce qui est associé à un siège mondial. Et la troisième partie qui va être toute l'activité commerciale France sur comment toute cette contribution, ce 1,4 milliard de produits, est distribuée, accompagnée et comment est-ce qu'on engage tous ces acteurs de soins dans l'utilisation de ces produits. Donc cet investissement et ces 180 millions est dans tous les cas un signe de confirmer que la France est un pays stratégique pour notre société et qu'on est engagé, et s'il fallait le prouver, n'était qu'un signe supplémentaire de la preuve de notre engagement. En termes de ressources, je dirais qu'on a besoin, on a un site qui est, de par la nature de ses activités, héberge une diversité de métiers uniques. À la fois de la production, tous les métiers de la production, de l'engineering, de la technique, on voit des visions, des automates, toutes ces différentes techniques industrielles sont là, de la recherche, de l'ingénierie, mais aussi beaucoup de qualité, on est dans la santé. Donc c'est vrai que des métiers sur lesquels on a du mal à attirer, mais je dirais comme tous les acteurs de la santé, vont être tout ce qui va être par exemple réglementaire, qualité. On a beaucoup du réglementaire. On a à la fois un réglementaire mondial, comment répondre à toutes les réglementations mondiales de la santé, parce qu'on distribue des produits dans le monde, mais aussi réglementaire par rapport à toute notre activité France, pour répondre aux questions des différentes autorités françaises. On va avoir des métiers de vente, de marketing, voilà, tous les métiers d'industriel regroupés sur un même site. C'est, je pense, assez unique, où c'est vrai que les 2000 collaborateurs, on en a quand même 1700 qui sont basés sur Pont-de-Claix. Merci beaucoup, Nicolas Chandelier. On arrive déjà au terme de cette émission, mais il faudra revenir pour un tome 2. Écoutez, volontiers. On en sait désormais un peu plus sur BD. Merci, Vincent. Merci Marie-Caroline. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.